Avant-dernière question, avant d'ouvrir donc l'antenne. Alors, Monsieur Olufide Leandro Oubéji, vous savez que l'énergie est un facteur incontournable du développement donc à la base. Malheureusement, depuis 1944, le Bénin est confronté à une crise énergétique sans précédent. Le gouvernement de la rupture a prévu donc 500 mégawatts d'ici 5 ans. Où en sommes-nous actuellement? Puisque vous avez évoqué le sujet tout dernièrement avec la presse. Vous avez raison, vous avez raison. Et là encore, je voudrais mettre en avant le sens de responsabilité, le sens de la parole donnée du président Talon. Effectivement, quand il est arrivé il y a bientôt 1 an, un peu comme en 2006, un peu comme en 98, le pays était en proie à un délestage sauvage et nous arrivait de subir 12 heures, voire plus, d'isolation du réseau, et sans courant donc. Et nos populations vivaient ça. Dans les commerces, les petites poissonneries, les débits de boissons, les gens se plaignaient et vous voyez plein de générateurs, donc de groupes électrogènes allumés ici ou là avec les bruits et les nuisances que cela peut causer. Le président Talon et son gouvernement ont décidé de faire en sorte que cela soit réglé. Qu'ils vous souviennent qu'un temps, ils avaient même dit, en octobre 2016, on doit en avoir fini. Et puis après, cela a été réajusté pour dire non, la réalité nous indique qu'on va aller à fin décembre. Donc, fin décembre, qu'avons-nous fait? Les investissements qui ont été faits pour générer la production d'énergie sur place ici grâce aux partenaires ont fait en sorte que sur place, sur les besoins en pointe de 240-250 mégawatts, nous puissions avoir au moins 180 mégawatts ici. C'est ça qui a fait que pendant cette période-là, nous avons observé tous, et c'est justice que de le dire, que le délestage a été maîtrisé. Aujourd'hui, personne dans notre pays, dans aucun village, y compris le plus reculé, ne peut dire qu'il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, voire plus, sans courant. Il reste cependant qu'il y a encore de temps en temps des coupures qui peuvent durer jusqu'à 15, 20, 30 minutes. C'est arrivé. J'ai vu ça. Et je le témoigne parce que je suis dans le peuple. J'ai vu ça. Cela peut arriver pour des raisons techniques. Mais même là, la nouvelle gouvernance dans le secteur de l'énergie électrique est telle que le ministre Jean-Claude Oussou et les cadres, les responsables de la SB2E, ils ont mis en place un monitoring, donc un tableau de bord qui permet en temps réel de savoir lorsqu'une panne majeure intervient, à quel point du secteur elle est intervenue, et cela fait que des équipes peuvent être déployées dans les instants qui suivent pour réparer. Il y a quelques jours, c'était à Ouida, à Vakpa. Et à 2 heures du matin, des agents de la SBE, dont je veux saluer au passage l'engagement, le sens du devoir, étaient sur le terrain et ils ont réparé pour que nos populations de cette localité retrouvent le courant. Donc, il y a encore des coupures. Et maintenant, le président et son gouvernement ne se satisfont pas d'avoir atteint le taux de stabilité en ce qui concerne la maîtrise du délestage. Au lancement du programme d'action du gouvernement, le 16 décembre 2016, il a été annoncé qu'au terme du mandat, les actions du gouvernement auront contribué à faire en sorte qu'en termes de production interne sur notre territoire, nous soyons à 500 mégawatts. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous dire, comme vous me posez la question, que tous les préalables à cette réalisation ont été levés. Il y a quelques semaines en Conseil des ministres, on a annoncé que les accords ont été obtenus et à des taux, croyez-moi, intéressants, d'après tous les spécialistes avec lesquels on a pu parler, pour réaliser 380 mégawatts. 3 structures différentes vont faire chacune 120 mégawatts de centrales thermiques ici. À ces 120 fois 3, qui font 360, il y a 20 autres qui s'ajoutent, cela fait 380. On ajouterait à ça une autre centrale thermique de 120 MW à réaliser sur financement de la Banque islamique de développement. Là également, les financements sont bouclés. Et donc, brut, ainsi, rien que sur ces centrales thermiques, nous sommes à 500 MW. Aujourd'hui, de promesses. Ce qui fait que dans 2-3 ans maximum, sur notre territoire, il y a des structures qui produisent suffisamment d'énergie pour faire tourner toutes nos maisons, pour faire tourner nos industries, pour faire tourner nos entreprises. Les biomasses ajoutées au solaire, nous sommes autour de 125-140 MW de prévus. Ce qui fait que dans l'absolu, et sur les 120-140 dont je parle, il y a 45 qui vont provenir, par exemple, du deuxième compact du Millennium Challenge Account. Donc, dans l'absolu, d'ici l'horizon 2020,
nous sommes dans notre pays à un taux de production interne de 600 MW. C'est mieux que les 500 annoncés. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Les besoins vont croître au fil du temps. Le gouvernement a mené les démarches et a obtenu l'accord de financement d'Exim Bank de Chine pour sa part de contribution à la réalisation du barrage d'Adjarala, qui date de plus de 30 ans, qui est devenu une alésienne, on en parle. Il est vrai aujourd'hui, c'est un barrage qui doit être réalisé par le Bénin et le Togo. Le Togo également est avancé dans ses démarches pour la mobilisation des ressources pour ça. Mais les dernières nouvelles indiquent que le Togo, pour tenir compte de certaines contingences liées à son économie, serait en train de marquer le pas sur cette question. Donc, les deux gouvernements vont se voir prochainement, si ce n'est déjà fait, parce qu'il y avait une réunion de haut niveau envisagée pour discuter de la question. Est-ce que le Togo y va toujours? Si vous n'y allez plus, comment est-ce que nous faisons? Ça, c'est 147 MW, dont 73,5 pour le Bénin seul. Il y a une autre centrale de Dogobis. Là, c'est 128 MW prévus. Ces deux-là, pour être raisonnables et sans vouloir faire de fausses promesses, nous savons que d'ici à ce que, il est vrai, j'ai dit que pour Adjarala, le Bénin a eu l'accord de Exim Bank de Chine pour le financement. Même si on engage les travaux, on sait qu'ils vont être achevés pour compter de l'horizon 2021 ou un peu au-delà. Donc cela veut dire quand même qu'on travaille à sécuriser, à changer radicalement le visage du secteur de l'énergie électrique dans notre pays, de façon à ce que, sur les prochaines années, la disponibilité de l'énergie ne soit plus une préoccupation pour nos populations. Qu'on n'ait pas de hantise quant au fait de savoir si on aura de l'énergie quand on rentre ce soir, si au boulot on aura de l'énergie, si on veut monter sa petite entreprise, on aura de l'énergie. Et il y a une vraie conséquence induite. C'est quoi? Dès lors que l'énergie électrique est stable, que les baisses de tension ne se manifestent plus comme on les a souvent vécues, que donc l'énergie est disponible à profusion, les entreprises peuvent s'installer. Les industries peuvent s'installer. Et quand des industries s'installent, que se passe-t-il? C'est de l'emploi qu'elles charrient. Donc, il y aura davantage de création d'emplois. Pendant ce temps, les conditions sont toujours améliorées pour que les entreprises, les industries qui voudraient être autonomes et donc investir, par exemple, dans le renouvelable pour avoir leurs propres sources, le fassent afin que le reste soit utile pour les autres qui ne pourraient pas faire des investissements colossaux en vue de réaliser leur propre centrale. Et donc, vous voyez que, là encore, voilà un chantier sur lequel le sens de la méthode, de la démarche, de la rigueur et le sens de respect de la parole donnée du président Talon se manifeste. C'est la preuve que le gouvernement dans son ensemble, mobilisé autour de son chef, travaille avec acharnement pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Voilà, et bien sûr, le directeur de la communication à la présidence de la République, M. Wilfried Léandre Humbedji, et bien sûr, qui intervenait donc dans cette émission 4 sur table. Nous allons donc ouvrir l'antenne aux auditeurs, sans doute, Roch Baudouredo. Apparemment, il y a déjà plusieurs auditeurs qui se patientent de l'autre côté de la baie vitrée pour nous poser quelques questions. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, et Océan FM. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Sébastien Nyohossou. Monsieur Sébastien Nyohossou. Monsieur Sébastien Nyohossou. Oui. Oui, je salue votre invité, Léandre Humbedji. Oui. On avait fait tous les luttes ensemble au Bénin avec lui. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il est en train de changer tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il nous enseignait en temps. Aujourd'hui, les politiques aujourd'hui. Ma première question, à l'entendre, c'est comme M. Léandre est en train de dire que le peuple n'a pas le droit, le peuple, les couches sociales n'ont pas le droit de savoir quelque chose dans la Constitution avant qu'il soit envoyé à l'Assemblée. Ma deuxième question est, ce qui m'étonne est que le président Talon, quand il était candidat, il avait parlé de consultation populaire. Il a été soutenu par des juristes pour ne pas les nommer, je suis pour un nom, Togbenou, qui savait bien que c'était une fausse voix. Et il le soutenait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Que le président Talon ne veut plus faire consultation populaire et c'est l'Assemblée qui se laisse aujourd'hui. C'est le pouvoir qui change quand on sait que c'est la Constitution qui fait la bouche entre lui et Yahi en son temps. Donc il savait tout ce qui est dans la Constitution. Voilà. Et ma dernière question pour finir,
Oui. Pourquoi n'attend plus Edouard Loco? Qu'est-ce qu'il y en a entre lui et Edouard Loco? Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Rosso. Deuxième auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Hospice Renou, bonjour. Oui, bonjour. Herman Metton, j'appelle de Verdocor. Oui, Herman Metton. Monsieur Wilfried William dit bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci pour les explications. Je sais qu'il y a quelque chose que vous allez toujours entendre. Vous avez changé ça, vous allez entendre ça. Bref, c'est ça le béninois. Bref, moi, avant préoccupation, Oui. pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, tient tellement au mandat unique? La Constitution a bel et bien dit un mandat renouvelable une fois. Si lui veut faire un mandat, il n'a qu'à faire son mandat unique là et partir. Son successeur peut chercher à renouveler. Pourquoi lui tient à ça? Deuxième point. À l'allure où vont les choses dans le pays, M. Wilfried dit, peut-on faire confiance, je ne veux pas parler du gouvernement, mais à M. Patrice Talon, en lui accordant une révision facile avec tout ce qui est dedans, dont on ne maîtrise pas tous les concours. En un an, regardez comment est-ce qu'il nous traite. Je ne dis pas que tout est mauvais, hein. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Et pour terminer, je vous vois tellement sûr, rassurant. C'est vrai, vous êtes à côté de lui, vous voyez les choses, et connaissant les batailles précédentes qu'on a menées, moi je vous crois. Mais lorsqu'un jour, les politiciens là, quand ils vont changer, vous êtes un exécutant, on vous a nommé, il peut vous remercier. Mais en quittant le palais, est-ce que vous êtes sûr de remonter encore la pente pour les faire venir à la raison? C'était Herman maintenant. Je vous souhaite une excellente journée dominicale et n'oubliez pas de vous prononcer sur la voie Rédier. Est-ce que c'est déjà lancé? Monsieur Renaud, merci pour le temps d'antenne. Merci beaucoup, Herman maintenant. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Clément Soclé, je vous appelle de l'Ococou. Monsieur Léon, bonjour. Bonjour, monsieur Soclé. Voilà. Merci d'avoir confirmé ce que de l'espace dans le pays. Pas plus tard, hier, moi, j'ai passé la nuit dans le noir. Je suis dans la commune de Sénopodi. Oui, voilà, donc les différentes préoccupations des auditeurs, monsieur le directeur de la communication, voilà, il y a Sébastien Yorossou, il y a Emmanuel Menton, Clément Soclé, et puis Moussa Fataï. Voilà, nous allons permettre aux autres de revenir dimanche prochain pour d'autres préoccupations. Nous allons commencer par monsieur Sébastien Yorossou, carrément, il n'y a plus pas, hein, c'est des... Je vous laisse l'antenne. Je vais organiser mes réponses. D'accord. Je vais commencer par... Monsieur Moussa Fataï, donc je vais remonter. Oui. Alors, bon, ça c'est une question personnelle. Est-ce que je reçois les gens dans mon bureau? J'ai une caractéristique. Premièrement, je décroche toujours les appels, même quand je ne connais pas le numéro. Je le faisais avant d'arriver au palais, d'abord comme journaliste, parce que je ne sais pas qui peut m'apporter une information. Je ne sais pas à qui je peux être utile. Donc, je décroche toujours. Quand je n'ai pas pu décrocher, soit parce que je suis en circulation ou dans une séance, je rappelle dès que possible. Et donc, je veux le rassurer. Si ce n'est cette dernière semaine ou pour des contingences familiales, j'ai été absent du bureau les samedis, je peux lui dire que mes samedis en général, je les passe au bureau où je reçois chaque fois de 10 à 15 personnes. Et des gens, pas forcément que je connais, non. Mais ils ont besoin de rencontrer quelqu'un, ils ont besoin de parler à quelqu'un, et puis j'écoute. Quand on est dans ces places-là, les gens viennent... Mais je vous dis bien, un samedi, je reçois quelques-uns en semaine, oui, quand je peux, oui, mais la plupart du temps, pour ne pas que cela influe en mal sur mon travail, oui, je les programme, je leur demande s'ils sont disponibles pour le samedi. Et puis je reçois. Parfois, je reçois dimanche, mais pas au bureau. Ça peut être en ville, ça peut être à la maison. Je le fais. Alors, et les 4-5e, je n'ai pas été très fort en mathématiques et sciences physiques quand j'étais au collège. Mais les 4-5e, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Hospice, ça fait à peu près 67 députés. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Moussa Fataï, et c'est la Constitution elle-même qui a prévu ça comme ça. C'est pas M. Talon. Et en 90, je ne sais pas où était M. Talon et ce qu'il faisait. Mais la Constitution que nous avons
retenu en 90 a prévu que si 67 députés sur les 83, et ça c'est parce que le nombre n'a pas changé, s'il y avait peut-être 100 députés dans notre assemblée, cela reviendrait à 80 députés sur les 100. Aujourd'hui, nous avons une assemblée qui comporte 83 membres. Si sur les 83, 4/5, c'est-à-dire 67, votent pour dire oui, on révise, la Constitution est révisée et cela s'impose. C'est ce qui est prévu par la loi. Et dès lors que ces 67 ont voté, on n'a plus besoin d'aller à un référendum. Ce serait même contraire à la loi, à la Constitution, après avoir obtenu 4/5 de dire que nous voulons organiser un référendum. Le référendum, c'est quoi? C'est la consultation du peuple sur une question ou une autre. Et on voit bien dans les démocraties avancées, les pays qui ont plus d'argent que nous, il y en a qui organisent des référendums peut-être tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Sur une seule question, par exemple, on mobilise le peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit que la démocratie a un coût. Notre pays aujourd'hui n'a sans doute pas encore les moyens d'aller à ça. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être que, et je le souhaite vivement, nous aurons assez travaillé dans notre pays pour créer de la richesse, pour faire en sorte que, sur une question majeure, on peut dire par exemple, les relations du Bénin avec le Nigeria. Est-ce que vous pensez que les 738 km de frontières que nous avons là, on doit les maintenir ou bien on érige des barrières comme quelqu'un dans un grand pays en train de dire qu'il va construire un mur? On peut soumettre des questions au peuple pour dire prononcez-vous. C'est cela l'esprit du référendum. Dans le cadre de la Constitution elle-même a dit si la révision est votée par 3/4 au moins, et les 3/4 me semblent tourner autour de 56 députés, ou un peu moins ou un peu plus, mais autour de 56. Donc si 56 seulement à peu près sur les 83 votent pour dire nous sommes d'accord pour la révision, la Constitution dit que cela ne suffit pas pour que la révision soit acquise. À partir de là, mais il y a eu au moins ces 3/4, il faut soumettre au peuple. Si le projet ou la proposition recueille moins de voix que les 3/4, ça veut dire qu'il a simplement échoué. Donc après, il faut reprendre la procédure si l'on veut toujours réviser. Il y a eu des questions pour rester sur la Constitution maintenant et dire aux autres. Pourquoi ne pas constituer le peuple? Je viens d'expliquer. Ouais. La démarche que le président a annoncée, le candidat et le président nouvellement élu ont annoncé de bonne foi, n'était pas la démarche appropriée, n'est pas la démarche imposée par le droit, par la Constitution elle-même. Cela veut dire quoi? C'est un peu comme si nous avons un enfant à qui nous donnons pour le petit déjeuner 100 francs CFA tous les matins et qui décide un jour de prendre 200 francs. Nous l'envoyons à la table où il a l'habitude d'aller lui-même se servir, prendre ses 100 francs. Et nous lui disons, ce matin-là, va chercher ton argent. Et nous avons laissé peut-être 300 francs. Et il va, juste après lui on passe, on voit qu'il a pris 200 francs. Quelle serait notre réaction? On va dire, cet enfant, il a commencé à voler. Ou il n'est plus clair. On va même le frapper. Pour certains, d'autres, on va lui donner une punition pour qu'il ne recommence pas. La Constitution nous dit, vous ne pouvez pas consulter le peuple, en tout cas en référendum, si ce n'est pas que vous avez obtenu 3/4 et moins de 4/5. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, c'est basique à nos populations. Mais en dehors de ça, j'ai dit, les consultations peuvent être informelles. C'est ce que fait le président de la République en rencontrant diverses composantes de notre société. Cela, l'Assemblée nationale aussi peut le faire. Les commissions permanentes de l'Assemblée peuvent recevoir diverses composantes pour discuter avec elles et recueillir leurs réflexions, leurs préoccupations, comme c'est déjà arrivé par le passé. Vous savez par exemple que quand il y a eu la loi sous le président Kérékou, on a voulu faire la loi sur l'avancement au mérite. Ils ont discuté avec les centrales syndicales. Quand il y a eu des lois à polémique sous le régime passé, il y a eu les commissions qui ont discuté avec les gens. Nous avons eu le code de l'information. Les associations professionnelles des médias ont été reçues à l'Assemblée nationale pour expliquer leurs préoccupations. C'est du même ordre. Et donc, il faut que nos compatriotes, et mon devoir, c'est d'expliquer, c'est de faire la pédagogie. C'est pas du parti pris. Parce que certains ont dit, oui, quelqu'un a dit que on me reconnaît pas, j'ai pas changé. Non, et peut être rassuré, je ne suis pas grisé.
Je ne suis pas blasé par les fonctions que j'occupe et je n'ai pas changé. Et je vais dire à mon ami maintenant qui me connaît très bien. Oui. Pourquoi le président Talon tient? Je vais d'abord le rassurer que le jour où je cesse de croire en ce régime, en son président, en son gouvernement, le jour où je cesse de croire qu'ils travaillent pour le Bénin, le jour où je constate qu'ils travaillent plutôt pour leurs intérêts personnels et égoïstes, je ne suis plus dans mes fonctions. Ah, il peut le marquer. Si j'ai la certitude, je ne suis plus là. Mais jusqu'à nouvel ordre, je vous dis, c'est rare pour ce pour que le Béninois. Moi j'assume. Le jour où je cesse d'y croire, je dis au président de la République, Monsieur le Président, je vous aime bien, j'ai eu plaisir à travailler avec vous, mais là, je crois que nous ne sommes plus en phase. Je ne vous lis plus, donc je ne crois plus à votre action, je veux me libérer. Je le dirai à mes autres patrons qui sont les ministres pour leur dire, je ne conçois plus ça, je ne vois pas la ligne, donc je ne suis plus là. Mais je vous dis, et la main sur le cœur, pour les réunions auxquelles je participe, pour les séances auxquelles je prends part, je vois bien la volonté des uns et des autres. Je ne postule pas que tout est parfait. Non. Je ne postule pas qu'il y a faille zéro. Non. Nous sommes sur la terre des humains. Mais je dis, la ligne directrice, je la vois. Il se peut ensuite qu'il y ait des biais. Il se peut ensuite que chacun, pris individuellement, organise des choses ici ou là. Mais ma certitude, c'est que ça finit toujours par se savoir. Ce qui est important, c'est de savoir que Wilfrid Léon Ngouedji, il fait ce qu'il a à faire et qu'il n'y a rien à cacher autour. Donc, je veux le rassurer. Maintenant, il est préoccupé par Hervier. Je considère qu'il n'est plus à Vedoko et qu'il a des intérêts particuliers à Hervier. Je veux lui dire que nous avons annoncé la dernière fois le dédoublement de cette voie qui va de Kokokodji, Hervier à Kalavikpota et que le pont de Hervier sera dédoublé. C'est acquis. On a annoncé que l'entreprise qui est là a été consultée, le gouvernement a discuté avec elle et obtenu l'accord qu'elle conduise en même temps les travaux. Et ce faisant, le gouvernement a voulu éviter de recourir à une autre entreprise, de prolonger les délais de réalisation, de créer même des risques de mauvaise collaboration entre les entreprises. C'est pour ça que celle qui est là a été consultée, elle a donné son accord et c'est elle qui va s'occuper de l'élargissement de la voie pour donc tenir compte de la densité humaine qui va dans la cité dortoir de Calavi et faire en sorte de faciliter le trafic sur le pont de Hervier. Est-ce qu'on peut faire pourquoi le chef de l'État tient au mandat unique? Oui, très rapidement. C'est une promesse du candidat. Et c'est une réaffirmation par le président. Je vous ai dit que la facilité pour le président aurait été de dire « Ah non, mais le pouvoir, c'est quelque chose d'incommensurable. J'ai promis un mandat. Je suis élu. Maintenant, je m'en fous de promesses. » Et on dirait « Oui, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. » Le président Talon dit non. Et c'est un homme de courage, franchement. Il dit non, j'ai promis un mandat, je vais le faire. Et j'ai promis d'inscrire dans la Constitution. Lui, en tout cas, il va transmettre son projet de révision à l'Assemblée nationale avec la proposition du mandat unique. Après, le pouvoir appartient à l'Assemblée nationale de dire oui, nous validons le mandat unique. Non, nous ne validons pas. Mais le président, lui, il tient au respect de sa parole en envoyant à l'Assemblée le test sur la base des promesses qu'il a faites au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Edouard Loko, rapidement. Non, mais je ne m'occupe pas de Edouard Loko, c'est mon aîné. Oui. Edouard Loko, il est le chargé de mission du chef de l'État sur les questions médias et nous travaillons vraiment de commun accord parfois sur certaines questions. Nous discutons, nous échangeons les idées. Parfois, c'est lui qui nous dit « Ah, est-ce que vous avez vu telle chose ?» Parfois, c'est moi qui l'appelle, dit ah, moi je l'appelle VP. Et il a été vice-président de la RAC. Il dit « VP, tu as fait attention à telle chose ?» Nous discutons beaucoup. Il est là, il se porte très bien. Et chacun fait son travail pour que les vaches soient bien gardées et que la République se porte au mieux. Voilà. Alors, je crois que nous sommes tenus par le temps, monsieur le directeur de la communication à la présidence de la République. Vous permettez que j'ai dit tout ça, mais pour monsieur Ololade, je l'avais dit, je vais repréciser. Il a dit, oui, il entend dire que le président veut faire la révision pour se maintenir. J'ai expliqué dans quel contexte nous nous trouvons. Et j'ai dit même que, incidemment, la question a été posée par des membres du gouvernement. Et le président a été formel. J'ai été élu pour 5 ans. Mon mandat finit en 2021. Quelle que soit la durée du mandat unique, si l'Assemblée valide, cela ne court qu'à partir
de 2021. Donc, ne s'applique pas à M. Talon. On peut voter la révision demain et dire que le mandat unique est de 8 ans, est de 7 ans. M. Talon dit, j'ai été élu pour 5 ans, mon mandat finit en 2021. Donc, vous pouvez être définitivement rassuré de ce que la révision engagée ne vise pas à permettre à un homme de se maintenir au pouvoir, mais bien au contraire, à renforcer les bases de la démocratie du Bénin, à renforcer les bases de l'économie nationale, afin que nos enfants, nos petits-enfants vivent dans un Bénin où il fait mieux vivre que celui que leurs parents ont connu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Avant de nous séparer, je vous laisse 30 secondes pour votre mot de la fin. Juste remercier les auditeurs, remercier nos compatriotes et confesser que oui, à l'évidence, dans l'action, oui, ce peut être difficile. C'est très prenant, c'est difficile, mais quand c'est difficile, justement, il faut des hommes de courage, des hommes qui ne renoncent pas. Quand je dis homme, c'est homme grand H, donc hommes et femmes, de courage, de conviction, qui ne renoncent pas et qui savent que ce n'est pas parce que c'est difficile. C'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Je le précise. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc, c'est en affrontant le difficile, en surmontant les difficiles, que nous construisons un État digne de nos rêves, que nous construisons le Bénin grand que nous appelons de tous nos voeux pour nos enfants et nos petits-enfants.